Bonjour à tous et bienvenue dans ce Paris Direct. À la une de l'actualité internationale, le droit à l'avortement menacé aux États-Unis. L'État du Mississippi attaque devant la Cour suprême la jurisprudence qui avait légalisé l'IVG en 1973. On ne connaîtra la décision des juges que dans quelques mois. L'avocat Stephen Dreyfus est mon invité. Les États-Unis accusent la Russie de préparer une invasion de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain affirme détenir des preuves de mouvements de troupes russes massées à la frontière. Anthony Blinken doit s'entretenir ce jeudi avec son homologue russe. Et puis les négociations sur le nucléaire iranien ont repris à Vienne. Malgré l'arrivée d'un président ultra-conservateur à la tête de l'Iran, toutes les parties sont optimistes sur la possibilité de parvenir à un accord. Vous entendrez dans un quart d'heure le directeur général de l'AIEA. Il est l'invité de Marc Perelman dans l'entretien de France 24. L'avortement va-t-il être interdit aux États-Unis ? Ce mercredi, la plus haute juridiction de l'État, la Cour suprême, planche sur une demande du Mississippi d'annuler le célèbre arrêt Roe versus Wade qui avait légalisé l'IVG aux États-Unis en 1973. Les sages ne rendront leur décision que dans plusieurs mois. Le président Joe Biden a déjà dit qu'il soutenait la jurisprudence actuelle. Ashreen Verdian revient en détail sur cette offensive juridique. Un retour en arrière de 50 ans en matière de droit à l'avortement, c'est le risque actuellement aux États-Unis, alors que la Cour suprême se penche sur la loi adoptée par le Mississippi en 2018. Elle interdit d'avorter après 15 semaines de grossesse, soit environ 2 mois avant la limite fixée par la Cour. Dans cette bataille, les autorités du Mississippi bénéficient du soutien de nombreuses figures du Parti républicain, à commencer par l'ancien vice-président Mike Pence. I came here today to speak about right and wrong. To say life is a human right and urge the Supreme Court of the United States to choose life. L'arrêt Roe versus Wade, prononcé en 1973, garantit le droit à l'avortement. En 1992, un autre arrêt précise que ce droit est valable jusqu'à environ 22 semaines de grossesse. Ces dernières années, au moins une douzaine d'États américains, comme le Dakota du Sud, l'Ohio et l'Alabama, ont tenté en vain de restreindre le droit à l'avortement. Des attaques qui se sont multipliées avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. S'affichant aux côtés des opposants à l'IVG, il a nommé 3 nouveaux juges à la Cour suprême, renforçant ainsi sa majorité conservatrice. Celle-ci a refusé en septembre de bloquer l'entrée en vigueur d'une loi texane interdisant l'avortement dès 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Une décision qui a poussé des milliers d'Américains dans les rues de plusieurs villes du pays en octobre dernier. Le dossier texan a depuis été rouvert et la décision de la Cour suprême se fait attendre. Un épisode qui a en tout cas inspiré les autorités du Mississippi. Sur ce dernier cas, la Cour suprême devrait statuer au printemps prochain. Si elle venait à invalider l'arrêt Roe versus Wade, chaque État américain serait alors libre d'autoriser ou non l'avortement. Et sur ce sujet, notre invité est l'avocat Stephen Dreyfus, ancien président de l'Union internationale des avocats. Déjà, est-ce que cet arrêt Roe versus Wade peut être menacé ? Est-ce que les juges peuvent décider de l'invalider ? Il est évident que l'arrêt Roe versus Wade est en danger. Moi, j'ai écouté l'audience de plaidoirie cet après-midi, ce matin plutôt ici dans la Cour suprême. Et il est évident, quand on écoute les questions posées par les différents juges, qu'une majorité commence à se dessiner pour limiter la portée de Roe versus Wade, sans pour autant nécessairement casser l'arrêt. Mais il est clair que les juges, 6 sur les 9 juges se penchent sur l'idée de limiter, de changer, de modifier la garantie de droit à l'avortement établie il y a 50 ans chez Roe versus Wade.
Alors, on comprend en vous entendant qu'il est difficile d'annuler complètement cette jurisprudence qui avait légalisé l'IVG aux États-Unis. Quand vous nous parlez de limitation de l'encadré, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, par exemple, l'arrêt de 1992 qui fixait une date pourrait être, lui, annulé. Comment est-ce que ça va se passer, cette façon de vider de sa substance cet arrêt? Oui, il était question dans la plaidoirie ce matin plutôt de regarder la question euh, dans l'optique de la viabilité, qui était la viabilité du fœtus au niveau de 22 ou 24 semaines de grossesse, qui était adoptée par l'affaire Casey en 82, de voir si ce principe peut être limité, par exemple, en validant les 15 semaines autorisées par la loi du Mississippi, sans pour autant ouvrir l'avortement, le droit à l'avortement, à la prohibition générale par les différents États. Il faut savoir que s'il n'y avait pas l'arrêt Roe versus Wade et Casey, il y a environ 25 des 50 États qui ont déjà une législation interdisant l'avortement. Donc, il n'y a que cette jurisprudence de la Cour suprême fédérale qui empêche dans la moitié du pays l'interdiction complète de l'avortement. Donc là, les enjeux sont très importants. Et on attend de voir quels sont les compromis qui vont se faire parmi les différents camps de juges pour arriver à une décision qui va attirer le soutien de 5 des 9 juges. Le Texas, le Texas il y a un mois, le Mississippi aujourd'hui, les attaques des États contre le droit à l'avortement, elles se sont accélérées dernièrement. Est-ce qu'il y a un lien avec les élections de mi-mandat? Est-ce que ce sera un thème central de la campagne? Je ne dirais pas forcément que ce soit une question importante pour les mi-mandats, mais il va sans dire que le fait que le président Trump a pu nommer 3 juges conservateurs à la Cour suprême, et notamment avec le décès du juge Ginsburg, ça a permis à ce que la Cour bascule à une majorité nette conservatrice de 6 contre 3. Et à partir de là, la perspective de la limitation de l'avortement s'ouvre. Il faut savoir que tout pendant ces années, il y a eu des tentatives répétées de limiter le droit à l'avortement. Mais la majorité n'était pas réunie. Or, là, avec les 3 juges, Kavanaugh, Gorsuch et Barrett, qui sont nommés par Trump, il y a évidemment la possibilité, voire la probabilité, que le droit à l'avortement des Américaines soit limité de manière importante. Merci beaucoup, Steven Dreyfus, d'avoir été notre invité sur France 24. Les États-Unis accusent la Russie de se préparer à une invasion de l'Ukraine. Lors d'une réunion de l'OTAN à Riga sur le conflit dans l'est de l'Ukraine, le chef de la diplomatie américaine a dit détenir des preuves que la Russie massait des troupes à la frontière ukrainienne. Écoutez Antony Blinken, puis la réponse de son homologue russe, Sergueï Lavrov. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет наоборот ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению, надежному обеспечению своей безопасности. Les 2 diplomates vont se rencontrer ce jeudi en Suède, contexte tendu donc pour cette rencontre. La Russie ne nie pas le fait de masser des troupes près de l'Ukraine et il y a effectivement des bruits de bottes dans cette région. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure notre correspondant à Moscou, Paul Gogo. Tout est assez brouillon parce que ça fait en fait plusieurs semaines que l'OTAN alerte sur des bruits de bottes, sur des mouvements de troupes, notamment plus seulement au niveau du Donbass, mais tout le long de la frontière ukrainienne entre la Russie et l'Ukraine.
Il est toujours assez compliqué de savoir ce qu'il en est, mais aujourd'hui on en sait un peu plus. On voit notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est généralement comme ça qu'on est mis au courant, des vidéos postées par des villageois qui voient des trains traverser leur village, et sur ces trains il y a des tanks, des blindés. Ce sont des vidéos qui sont géolocalisées, qui sont vérifiées. On comprend donc que ces trains prennent la direction de certaines bases qui sont connues. Et il faut aussi garder en tête que lors des dernières fois où la Russie avait voulu montrer les muscles au monde entier, il y avait eu des installations, des renforcements de bases militaires à proximité de l'Ukraine. Donc il faut savoir que ces bases, elles existent de façon permanente à proximité de l'Ukraine. Elles sont juste plus ou moins renforcées. À savoir, et on le saura dans les heures ou les jours qui viennent, si ces mouvements de troupes feront l'objet d'exercices militaires surprises dans la région, histoire de montrer une nouvelle fois les muscles. Il faut aussi préciser que l'OTAN aussi a des hommes, notamment dans les pays baltes, avec 2 exercices militaires qui sont en cours en ce moment. Et tout ça, c'est bien évidemment ce qui agace profondément le Kremlin. Le Kremlin qui, encore une fois, a dit les choses assez clairement aujourd'hui. Ce qu'il craint, c'est qu'un jour, l'OTAN soit en capacité d'installer des missiles à proximité de ses frontières et que des missiles capables de toucher Moscou en 5 à 10 minutes soient installés, ce qui pousserait, selon Vladimir Poutine, la Russie à faire de même de son côté. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris à Vienne. À cette occasion, le directeur général de l'AIEA a accordé un entretien à France 24. Voici un extrait de cet entretien que vous retrouverez dans son intégralité dans quelques minutes. Je pense que c'est une question de volonté politique, finalement. L'accord est possible si la volonté politique est là. L'avantage, c'est qu'il ne recommence pas à partir de rien ou de zéro. Il y a eu auparavant 6 rondes des négociations, c'est la 7e étape. Mais c'est avec une nouvelle administration iranienne. C'est une nouvelle administration iranienne, c'est vrai, donc ça changera un peu, peut-être. Mais bon, un travail de base a été fait, donc ils ont de la matière sur laquelle y construire. Nous sommes ce 1er décembre à la journée mondiale de lutte contre le sida. Les États-Unis ont présenté à cette occasion une stratégie visant à mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Mais au niveau mondial, les courbes des infections au VIH ne baissent pas assez rapidement pour une éradication du sida à cette date. C'est ce que révèle l'ONU-SIDA dans un rapport publié ce mercredi. Souvent diagnostiqués, parfois stigmatisés, les malades en République démocratique du Congo manquent de moyens pour se soigner. Le VIH tue dans ce pays 17 000 personnes chaque année. Nos correspondants à Kinshasa se sont rendus dans le seul hôpital du pays à aider gratuitement ces patients atteints de VIH avancé. La vie de cette femme, que nous appellerons Annie, et qui a choisi de ne pas montrer son visage, bascule en 2003. Elle souffre d'infections à répétition et consulte dans plusieurs centres de santé. D'abord, les médecins ont pensé que c'était la tuberculose, mais après des examens, on n'a rien trouvé. D'autres ont dit que c'était peut-être l'estomac, mais rien ne changeait. Alors je suis allée dans un centre spécialisé où ils ont trouvé que c'était le VIH. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'Annie prend des antirétroviraux tous les jours, à heure fixe. Même si je sors à une fête, je prends mes médicaments avec moi dans mon sac. Chaque mois, comme 2000 autres patients, elle se rend dans cet hôpital pour récupérer ses médicaments. La structure, appuyée par Médecins sans frontières, est la seule du pays à suivre gratuitement les personnes vivant avec le VIH avancé. Ça, tu le prends à 21h30, comme d'habitude. Dépistés trop tard, incapables de payer leurs soins dans d'autres hôpitaux, de nombreux malades arrivent dans un état critique. Le centre compte 40 lits, dont 10 pour les patients atteints de tuberculose. Un tiers des hospitalisés décèdent. Malheureusement, on récupère certains patients, mais les autres patients, on ne les récupère pas. Au-delà de la tuberculose, nous avons des atteintes neurologiques, mais aussi des atteintes pulmonaires. Ça représente à peu près 85% de nos patients ici. Selon l'ONU, sur plus de 500 000 personnes vivant avec le VIH en RDC, moins d'un quart ont leur charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils suivent correctement un traitement. MSF dénonce des pénuries d'antirétroviraux, les ARV, et un manque de sensibilisation. Un monde sans VIH, c'est d'abord travailler en amont sur tout ce qui concerne la disponibilité des intrants, notamment les ARV, et travailler aussi dans le domaine communautaire pour lever tous les pesanteurs, ces obstacles-là à l'accès aux soins. En 2020, le VIH a tué environ 17 000 personnes en RDC. Voilà pour ce reportage. Tout de suite, c'est l'entretien de France 24. Nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. À tout à l'heure.